L'économie le max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Édition spéciale aujourd'hui avec cette fois, après les marchés, le bilan 2015 de l'économie mondiale. Côté macro, la croissance, l'effet marquant du libre-échange qui se répand tous azimuts, au taux d'intérêt américain en passant par les défis de l'environnement ou le ralentissement chinois. C'est l'heure du passage en vue d'un exercice marqué bien sûr par l'incertitude géopolitique et la fragilité des pays émergents. Deux experts pour nous accompagner, Dov Zera et Franck Khalifa. On entre directement dans le vif du sujet en accueillant comme il se doit le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Professeur certifié hors classe d'économie et en ligne avec nous depuis Paris, l'expert en économie internationale Dov Zera. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Alors penchons-nous avant tout sur l'un des faits marquants dans l'actualité économique de l'année 2015, le sérieux coup de frein donc de la croissance chinoise. C'est officiel et on s'y attendait. On est passé au troisième trimestre sous la barre des 7%, plus 6,9 donc pour le PIB de la deuxième économie mondiale. Alors pire performance depuis 2009 dans la foulée de la crise financière globale, même si on parle de taux très largement bien sûr au-dessus de ce qui se fait en Occident. Après 2 décennies de croissance effrénée, l'empire du milieu entend aborder au mieux cette nouvelle phase de son évolution, en conservant autant que possible sa compétitivité. Laura Duhamel. Surproduction, exportation en berne, krach boursier, l'année 2015 aura été morose pour le géant chinois. Après 25 ans d'une croissance digne des 30 glorieuses, la deuxième économie mondiale s'essouffle. 7% de croissance cette année, sa pire performance depuis la crise financière de 2009. En mars déjà, le gouvernement a annoncé son plan pour tenter de remonter la barre. Nous avons établi les buts principaux suivants pour le développement économique et social de la Chine cette année. Augmenter le taux de croissance annuel d'environ 7%, maintenir l'augmentation de l'inflation à environ 3%, créer plus de 10 millions d'emplois dans les zones urbaines, assurer que le taux enregistré de chômage reste en dessous de 4,6%. Au banc des accusés, une demande mondiale faiblarde et une demande intérieure qui stagne. En parallèle, Pékin fait face à une surproduction industrielle et une dette qui atteint des sommets. 27 000 milliards de dollars, dettes privées et publiques confondues. Pour couronner le tout, la bourse de Shanghai s'est effondrée cet été et perdu en 2 mois 40% de sa valeur. Alors, afin de rééquilibrer l'économie et rendre les exportations plus compétitives, Pékin a soudainement dévalué le yuan. Le taux de change du yuan a rendu les exportations chinoises non compétitives. C'est pourquoi la Chine a décidé de dévaluer la devise. Première victime de ce ralentissement chinois, les pays producteurs de matières premières. À titre d'exemple, ces dernières années, la Chine a importé 51% de la consommation mondiale de charbon et 50% de celle de cuivre. Dès lors, le Brésil notamment, mais aussi la Russie et les pays du Golfe pâtissent de ce ralentissement chinois. La zone euro et les États-Unis, qui exportent très peu vers la Chine, sont plus épargnés. Quant aux ménages chinois, ils ont cette année épargné plus qu'ils n'ont consommé. Si on compare le marché d'aujourd'hui à ce qu'il était en 2010-2011, quand il y avait beaucoup de capitaux fébriles qui arrivaient de Chine et se déversaient sur le marché, alors tout était vendu, les gens arrosaient avec leur argent. Eh bien, on est très loin de cette ambiance-là maintenant. Conscient que le problème est structurel, Pékin veut des réformes en profondeur. La Chine ne veut plus être l'usine du monde. Elle veut des salaires plus élevés, une croissance plus modérée et surtout une croissance tirée par la demande intérieure et l'innovation. Officiellement, le gouvernement de Xi Jinping se veut optimiste. L'empire du milieu est en route vers un modèle économique de pays développé. Voilà, l'essentiel de la phase d'émergence est sans doute déjà accompli pour la Chine avec un PIB en parité de pouvoir d'achat qui dépasse désormais celui des États-Unis. Dov Zera, on se tourne vers vous. Il y a quand même toujours des doutes quant à la fiabilité des statistiques publiées par les autorités chinoises, mais au moins Pékin reconnaît maintenant que sa croissance n'est plus ce qu'elle était. Ça y est, c'est un pays qui est quasi émergé. Écoutez, on peut considérer que 7%, ça serait déjà bien, parce que 7% permet d'absorber l'exode rural et donc d'éviter une crise sociale en Chine. Mais beaucoup d'autres indicateurs microéconomiques comme la consommation d'électricité ou d'autres indicateurs de ce type laissent entendre que plutôt la croissance est autour de 4,5%. Non, la Chine n'est pas encore un pays totalement émergé compte tenu d'une population en niveau de sous-développement de plus d'1 milliard de personnes. Ouais. Plutôt vraie panne de croissance pour vous ou plutôt un atterrissage inévitable pour cette économie, en quelques mots? Atterrissage inévitable. Cela fait 30 ans que la Chine avait connu un développement extraordinaire et c'est la fin d'un cycle et la nécessaire réorientation de ce modèle économique vers, comme vous l'avez dit, la consommation interne, mais également
un modèle économique beaucoup moins consommateur de matières premières. Ouais. Alors, Franck Khalifa, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle, ce déclin un petit peu de la croissance chinoise? Est-ce que c'est pas un mal pour un bien finalement? Il va falloir diversifier. Je crois que la réponse elle est double en ce qui concerne la croissance chinoise. Rappelons de toute façon que la croissance c'est la richesse d'un pays, l'augmentation en pourcentage du PIB. En ce qui concerne la Chine, c'est une bonne nouvelle pour le reste du monde, mais pour la Chine elle-même, évidemment, il y a un manque à gagner dans ce modèle qui était surtout axé sur les exportations. Effectivement. Alors de la Chine, on va parler maintenant de l'ensemble des pays émergents. La Chine qui fait partie bien sûr des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Autant de pays qui globalement, à part l'Inde en forte croissance, n'ont pas passé une bonne année 2015. Dov Zera, ce qu'on retient surtout pour ces économies, c'est l'impact considérable de la chute des cours des matières premières avant tout. Oui, bien entendu, au premier rang desquels le pétrole, puisqu'on a cassé là-bas des 40 et des 35 dollars, et que probablement l'année 2016 va voir le pétrole aller vers autour de 20 dollars le baril. Je m'aventure à faire une prévision, ce qui est toujours dangereux. Mais compte tenu de la stratégie délibérée de l'Arabie saoudite de casser le secteur pétrolier aux États-Unis, et donc il faut s'attendre à une crise du secteur pétrolier aux États-Unis, et notamment des entreprises produisant des gaz et pétrole de schiste bitumineux aux États-Unis, mais également la volonté de l'Arabie saoudite d'éviter une augmentation de ressources de deux de ses ennemis que sont aujourd'hui sur la scène géopolitique proche-orientale la Russie et l'Iran. Donc effectivement, les matières premières vont continuer à baisser par la baisse de la croissance chinoise, mais également par cette stratégie saoudienne sur le pétrole. Ouais, 20 dollars le baril, vous l'avez dit, c'est aussi ce que prévoit d'ailleurs Goldman Sachs. Franck Khalifa, il y a vraiment eu un coup d'arrêt et ces pays émergents cette année. Moins de rentrée donc de liquidités à moyen terme. Est-ce que ce n'est pas aussi un coup de frein au développement de ces pays? Absolument, puisque ces pays vivent essentiellement, oui, ces pays exportateurs de pétrole vivent essentiellement de cette manne qui provient de ces exportations au pétrole. Néanmoins, je me permets de ne pas partager entièrement l'analyse de M. Zera et de dire qu'il ne s'agit pas d'une stratégie délibérée de l'Arabie saoudite, mais plutôt d'une pression des États-Unis sur l'Arabie saoudite. Oui, effectivement, pour faire pression c'est les deux sur l'Iran qui s'affrontent. Oui, ce sont deux têtes. Donc moi, je ne vois plutôt une pression des États-Unis. Je ne vois pas comment les États-Unis, c'est pas un scoop, les États-Unis se désolidariseraient de leur allié en matière d'exportation de pétrole que sont l'Arabie saoudite. Et les difficultés des pays pétroliers, ça peut peser sur la croissance mondiale, selon vous, cette année qui arrive? Ce qui est formidable, c'est que vous savez, en raison de la COP 21 aujourd'hui, qui va venir donc un petit peu mettre une pression supplémentaire sur la consommation en baisse du pétrole. Donc non, je ne pense pas que ça ait un effet immense sur l'économie mondiale. Alors l'Europe, à présent, on va en parler, 1,6% de croissance, a priori en 2015 pour la zone euro, seulement grâce surtout à la consommation intérieure. On va quand même parler de la Grèce, un feuilleton du début de l'été. Alors aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais il y a à peine 6 mois, les marchés craignaient une sortie d'Athènes de la zone euro qui aurait pu faire s'écrouler cette dernière. Franck Khalifa, avec le recul, et qu'il y avait vraiment des raisons de croire à ce Grexit? Moi, je n'y ai jamais cru. Parce qu'il faut savoir que la Grèce, c'est 2% du PIB européen. À côté de ça, la France et l'Allemagne, c'est 20-25% à peu près. Donc, on avait tous les moyens. L'Europe avait les moyens de ne pas laisser la Grèce dans cette situation difficile. Et je crois que c'est de bonne intelligence que le dirigeant Tsipras s'est un petit peu rangé aux thèses allemandes et françaises. Il est rentré dans le rang. Ça risque de se reproduire avec des partis comme Podemos en Espagne, ce genre de risque de pays? Je ne crois pas, parce que l'Espagne n'est pas dans la même situation en matière de dette souveraine, ou moins de risque la Grèce. Alors de la zone euro, on passe maintenant aux politiques, on enchaîne, monétaire. Justement, Franck Khalifa, 2015, année charnière pour la Fed, qui a enfin arrêté cette politique de taux zéro. Ça a duré depuis 7 ans. C'est un tournant majeur pour l'économie mondiale aussi? Oui, là, il y a un véritable tournant majeur. D'ailleurs, vous avez vu que une politique, ce qu'on appelle accommodante, c'est-à-dire de gonflement de la masse monétaire en baissant les taux d'intérêt, aujourd'hui que les États-Unis ont revigoré et repensé leur modèle économique, on voit bien qu'ils sont obligés de remonter leur taux, ce qui va d'ailleurs faire certainement monter la valeur du dollar. Ce qui est bien. Pas le choix d'après vous? Je pense qu'il y a une concertation quand même en matière de taux de change avec l'Europe, sachant que les politiques accommodantes ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, on peut relancer à 20% du budget. C'est assez rare, cette configuration. Oui. Et en Europe, on est limité par ce qu'on appelle le fameux 3%, ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Dov Zera, il y aura des effets de ce relèvement des taux dans les prochains mois, un afflux peut-être de capitaux vers l'Amérique, au détriment, là encore, des émergents finalement?
Ah oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, cette décision a été prise avec beaucoup de délais, avec des annonces, des retraits, et notamment sous la pression du Fonds monétaire international qui ne souhaitait pas, il y a 6 mois, cette augmentation des taux d'intérêt à cause des effets sur les pays émergents, et notamment au premier rang desquels la Chine et le Brésil. Ouais. Je voudrais dire par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure que je partage tout à fait l'avis de M. Khalifa sur le fait que la sortie de la Grèce de l'euro eût été un non-événement compte tenu, c'eût été un problème pour les Grecs, plus que pour la zone euro et l'Europe en elle-même. Et puis, il y a un point intéressant à noter, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, peut-être même depuis toujours, c'est que l'Afrique ne subit pas le contre-coup de la baisse de ses matières premières. On voit une sorte de stabilité, de durabilité de la croissance africaine, nonobstant la baisse des prix des matières premières. Alors que dans le passé, et notamment la grande crise de 87, 88, 89, l'Afrique avait pris de plein fouet la baisse du prix des matières premières. C'est vrai que c'est assez remarquable, on ne dit pas assez. Quand on regarde quand même ces politiques monétaires ultra accommodantes en Europe et en Amérique, on voit qu'on se retrouve dans une situation de surabondance de liquidités. Elles ont triplé depuis la crise de 2008. Est-ce qu'il faudrait, Dov Zera, commencer à s'en inquiéter un petit peu ? Oui, c'est tout à fait un des gros dangers de notre situation macroéconomique globale mondiale. Il y a trop de liquidités, et donc à partir du moment où il y a trop de liquidités, on le sait, cela pousse les détenteurs de liquidités à prendre des risques, à monter des schémas juridico-financiers comme ceux des subprimes, et on sait qu'à un moment ou à un autre, cela crée toujours un problème global. Ouais. Franck Khalifa, vous pensez que la Fed, comme la BCE d'ailleurs, sont condamnés quelque part à rester encore un moment sur des politiques ultra accommodantes pour éviter de faire éclater des bulles financières finalement? Comme l'a dit M. Zera, vous avez vu que la Fed a remonté ses taux, et vous avez vu que c'était ultra annoncé, ce qui bien sous-entend qu'il y a une gestion concertée des taux de change avec l'Europe. En ce qui concerne l'Europe, on est bridé par le pacte de stabilité et de croissance et l'inscription de la règle budgétaire, la règle en or. Donc à ce moment-là, je ne vois pas comment ici on peut beaucoup relancer dans l'Europe, alors qu'aux États-Unis, effectivement, ils ont tout intérêt à remonter leurs taux pour effectivement ramener des capitaux vers C'est le signe aussi que la confiance n'est pas totalement revenue pour l'Europe. Quelques mots aussi d'un autre fait majeur de l'année 2015, la conclusion du TPP, le partenariat transpacifique, donc signé en octobre, la plus grosse zone de libre-échange au monde, 40% du PIB, 12 pays, dont les États-Unis et le Japon, pas la Chine forcément. Est-ce que c'est un tournant majeur aussi, là encore, dans l'avancée progressive d'un libre-échange mondial ? On n'y est pas encore. C'est un projet qui n'est pas encore effectif, mais moi je ne vois pas d'un bon œil ceci, parce que ça encore, si vous voulez, moi je suis un grand défenseur des thèses multilatérales, du multilatéralisme, cette montée encore du régionalisme, et peut-être un pas vers le multilatéralisme, mais il faut savoir que ça va encore un peu plus cliver cette apparition un petit peu de deux blocs. Nous ne sommes plus dans la production mais dans l'échange. Cette fois-ci entre d'un côté les Chinois et de l'autre côté les États-Unis qui voient notre marché de façon très alléchante. Alors il reste un peu de temps pour parler de la crise des migrants. Dov Zera, événement phare de l'actu 2015, cet afflux d'immigrés, est-ce qu'il peut dynamiser d'après vous le marché du travail en Europe ? Oui, indiscutablement. L'Europe est dans une situation de basse pression démographique, et donc au-delà des circonstances, que ce soit la situation en Syrie, la situation en Libye, la situation économique dans certains pays africains, ou même, on parle même d'ores et déjà des migrants climatiques, cet afflux démographique vient compenser une baisse de pression démographique en Europe, et c'est une bonne chose pour l'Europe, au-delà, bien entendu, des problèmes de relations entre communautés à religions différentes. Ouais. Franck Khalifa, ça survient au bon moment pour vous ? C'est plutôt un fardeau ou plutôt une opportunité ? Moi, je m'inscris, évidemment, je respecte ce que dit M. Zera. Évidemment, sur le point de vue purement économique et théorique, ça peut être, cet apport de population peut être effectivement un facteur positif pour l'Allemagne surtout. Mais encore une fois, je pense que les problèmes sous-jacents qui sont effectivement d'ordre communautaire et socio-culturel risquent d'être un poids extrêmement grave et même un facteur de délitement de l'Europe. Ouais. Alors on va finir, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, par la COP21 qui a marqué donc cette fin d'année. Franck Khalifa, les enjeux environnementaux pris au sérieux par les États, c'est positif et c'est bon peut-être pour des relais de croissance pour toute la planète ? Oui, il était temps que les pays prennent conscience
de cet immense danger que représente le réchauffement climatique. Bon, il y a des thèses qui disent que c'est simplement un effet, justement, qui n'est pas effectif. Des thèses viennent montrer le contraire. Mais il était temps qu'on s'intéresse aujourd'hui à faire baisser le niveau de température sur l'ensemble de la planète. Dov Zerra, est-ce que ces efforts en matière de lutte anti-pollution présentent tout de même le risque d'un coup de frein à l'essor à court terme des pays, encore une fois, en développement ? Non, je ne crois pas. Et je crois qu'au-delà du message qui a été envoyé sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique, ce qui est important, c'est qu'il y a eu un élément essentiel de gouvernance mondiale pour la première fois, et à rapprocher aussi avec le fait que le yuan fasse maintenant partie du panier des monnaies déterminant la valeur du DTS. L'autre élément aussi très important de cette gouvernance mondiale en marche, c'est la décision du FMI d'engager une réforme de ces institutions visant à intégrer. Tout ça est essentiel. Et ce qui est Merci beaucoup, Dov Zerra. On est obligé de s'en tenir là. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés pour cette sélection des faits marquants 2015. Fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News. La suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.